Hello, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu de cette façon-là, c'est-à-dire de façon un petit peu réaction à chaud, etc. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog parce que je trouvais que j'avais rien à vous montrer qui me paraissait essentiel. Mais j'avais envie de faire du coup ce petit format pour vous parler du coup de mes lectures, de mes pioches, donc de mes lectures mystères du mois de février. Parce que là du coup on est encore la première semaine de février et je me suis dit que peut-être une stratégie qui serait intéressante c'est vraiment de lire les 3 premiers chapitres de chacun des livres la première semaine, comme ça je sais si je les inclus ou non dans mes lectures du mois, parce que comme je vous l'avais dit, parfois il y a des livres en fait qui ont l'air assez sympas, mais en fait côté saison ou côté moment, ils me font pas plus envie que ça, donc je les remets dans la palle et j'en prends plutôt un autre qui me fait plus envie. Mais voilà, ça me permet quand même de déterminer si certains des livres sont potentiellement des DNF, parce que c'était surtout ça en fait. Le sujet pour moi, c'était de me dire il y a plein de livres où je vais pas y aller de moi-même, donc c'est cool de les piocher. Et à la fois, potentiellement, ça va pas du tout être un bon match, donc ça me permet, voilà, en 1, 2, 3 chapitres, de me dire est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux connecter ou pas. Donc écoutez, voilà. Donc aujourd'hui, on est du coup le 4 février, j'avais bien envie de commencer comme une comédie romantique de Rachel Winters, je crois qu'elle s'appelle. De toute façon, je vous remettrai la photo, c'est pas bien grave, c'est sur mon iPad, donc c'est pas très intéressant de vous montrer ça comme ça. Du coup, je l'ai en e-book, donc je pense que je vais faire ça ce matin pendant 3/4 d'heure. Voilà, je vais lire les 2 premiers chapitres et je vous reviendrai du coup pour vous donner mes impressions sur ce dernier et savoir si oui ou non il reste dans la palle et s'il sera lu ce mois-ci. Du coup, je viens de terminer le prologue et le premier chapitre de ce livre. Alors franchement, j'ai lu le prologue, alors que d'habitude je ne lis jamais les prologues, donc c'est important d'avoir des convictions dans la vie, hein, les amis. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu de mauvaises expériences avec des prologues qui m'ont vraiment spoilé des trucs qui étaient extrêmement bien expliqués par la suite dans les romans, et je trouve qu'à chaque fois, il y a un petit peu ce côté de... Bah en fait, si t'as envie de dire un truc dans ton livre, dis-le. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, sous-entends-le, explique-le, amène-le et tout. Pourquoi tu nous crées un prologue, en fait ? Et c'est vrai que c'est un sujet pour une autre vidéo, mais je sais pas, là en fait le livre il faisait 319 pages du coup sur l'iPad, et je me suis dit bon bah lis quand même le prologue parce qu'en vrai il y a quand même pas beaucoup de pages, donc s'il fait déjà une dizaine de pages tu vas quand même louper une partie de l'histoire. Et j'ai bien fait parce que c'était, ça avait l'air d'être une scène assez mignonne qui n'était pas, je pense, pas nécessairement un spoiler ou quoi que ce soit, mais qui montrait bien un peu le caractère de notre personnage principal. Donc je pense que je vais le lire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire du coup d'une jeune femme qui s'appelle Evie qui est agente de scénariste. Donc dans le prologue c'est assez rigolo parce qu'elle va essayer de recréer une scène du film avec Hugh Grant et Julia Roberts qui s'appelle Coup de foudre à Notting Hill pour avoir aussi son meet cute qui est donc vous savez cette rencontre en fait fortuite entre les personnages d'une romance et donc bon ça va partir en cacahuète et c'était extrêmement drôle. Et en fait ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, dans ces 2 premiers chapitres en tout cas, c'est l'écriture. En fait je trouve que l'autrice qui s'appelle donc, je vais vous donner son nom cette fois, qui s'appelle bien Rachel Winters du coup, est vraiment très très drôle en fait. C'est vraiment... Et c'est drôle intelligemment, c'est-à-dire qu'elle va tourner des phrases, elle va faire des métaphores, etc. et tout, et c'est vraiment tourné de telle façon à ce que j'ai rigolé. Enfin vraiment les 2 premiers chapitres, j'avais le sourire aux lèvres pendant tout le truc, parce que vraiment elle a une vie un petit peu... on va dire, elle est assez frustrée par où elle en est dans sa vie, que ce soit du côté amoureux ou du côté professionnel, et donc du coup elle a plein de pensées comme ça, alors qu'en fait on sent que c'est vraiment le genre de personnalité qui a besoin d'être gentille envers son entourage, donc elle va pas forcément dire ce qu'elle pense, alors que franchement, être à l'intérieur de sa tête, c'est à mourir de rire, quoi. Donc j'aime beaucoup pour le moment. Je pense que ça va être vraiment une lecture hyper un peu fraîche, un peu rigolote, un peu divertissante, et franchement pendant ce mois de février ça peut être pas mal, parce que là je suis sortie quand même de grosses lectures au mois de janvier, donc je me le garde c'est sûr, et franchement là ça m'a tellement hypée qu'en vrai là je suis en train de terminer un livre que j'ai commencé du coup en janvier mais que j'avais pas terminé, mais je pense que dès que je le finis je me fais celui-ci direct, parce que vraiment j'ai bien accroché. Donc comme quoi je suis très contente de ce challenge, parce que je vous avais dit ce livre, je voyais passer la couverture encore et encore, et c'est vrai que je lui avais pas donné sa chance parce que je sais pas, je m'attendais à
je m'attendais pas à ça, je me souvenais plus que c'était ça l'histoire en fait. C'est le problème quand on achète des e-books, c'est qu'en fait il nous reste juste la couverture, on se dit mais en fait ça parlait de quoi déjà ce livre? Donc c'est bien de les lire directement. Et franchement là je me dis bah oui, ça c'est vraiment le genre de romance qui peut très bien fonctionner avec moi. En plus ça se passe dans le lieu du cinéma, on se rend compte, on découvre un petit peu là les coulisses du monde de l'assistant de scénariste, où on sent que vraiment... Enfin l'assistante de studio, je sais pas trop l'assistante... Ah oui non, elle est assistante agente, donc en fait elle est censée devenir agent de scénariste. Et en plus ce qui est cool avec Evie, c'est qu'a priori elle-même voulait devenir scénariste, et ce qui se profile comme histoire, c'est qu'elle va vraiment devoir aider un scénariste qui a l'air d'être un petit peu en panne d'écriture, donc je pense que vraiment ça peut être vraiment très très chouette. Donc écoutez, trop cool, très très belle surprise pour ce premier livre là, donc c'est plutôt une bonne réussite. Du coup je suis lancée, ça me donne envie d'en découvrir un deuxième, donc je pense que je vais essayer de découvrir Comme un air d'éternité de Clarisse Sabar, parce que c'est celui qui honnêtement me faisait le moins envie, et je me dis que comme ça, bah écoutez, on voit tout de suite ce qu'il en est sur ce livre-là, est-ce que j'accroche avec l'écriture, est-ce que j'accroche un petit peu avec l'amorce du roman, et je reviens vous voir du coup dans une demi-heure, trois quarts d'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, à toutes. Du coup, je vous reprends là, je viens de finir de lire les 2 premiers chapitres de Un air d'éternité, et pas Comme un air d'éternité, de Clarisse Sabar. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lisa, a priori, et en fait son grand-père est un petit peu souffrant, enfin il a fait un malaise, etc., et elle veut pas le laisser seul, donc elle va l'inviter à venir habiter chez elle, et au même moment, sa mère aussi vient se réfugier chez elle, puisqu'apparemment elle a vécu un événement un peu traumatisant, et il s'avère qu'en fait sa mère et son grand-père ne se parlent plus depuis des années. Donc on est vraiment plongé dans l'histoire avec Clarisse Sabar, c'est souvent le cas en fait dans ses livres, c'est que en fait dès les premiers chapitres on est en plein milieu de l'action en fait. On arrive, il s'est déjà passé 10 milliards de choses, il n'y a pas une introduction folle en fait, et je trouve que ça c'est assez bien fait parce que généralement ça nous prend vraiment au trip et on a très très envie de savoir ce qui va se passer. En plus, il y a toujours cet aspect très familial qui est mis en avant avec cette autrice. C'est vraiment une autrice aussi qui est extrêmement fière de sa région, qui est donc le Berry. Et donc là, encore une fois, elle a vraiment positionné son histoire dans un petit village où il y a beaucoup de gens qui se connaissent, où on est sur des petites habitations, elles sont toutes assez mignonnes, avec des petits volets verts, etc. Donc ça fait, elle a vraiment cette capacité à dresser finalement un portrait très cocon, très, je sais pas comment on veut dire, mais assez bucolique, voilà, d'une histoire, avant même finalement que l'intrigue principale prenne vraiment racine. Et donc c'est un peu ce qui manque du coup dans ces 2 premiers chapitres, c'est qu'on sait pas tout à fait où ça va nous emmener, même si on a quand même quelques petits indices, puisque cette autrice est absolument... c'est un génie, quoi. Et on sent qu'en fait il va se passer quelque chose autour de l'expérience finalement de son grand-père dans les années 39-45, du coup pendant la Seconde Guerre mondiale. J'imagine en fait, vu que sa maison est en rénovation, que Lisa va certainement découvrir en fait des choses chez son grand-père et en apprendre un petit peu plus sur son histoire familiale, puisqu'apparemment il y a vraiment des gros trous que son grand-père n'a jamais voulu lui révéler. Donc écoutez, c'est très très chouette. Franchement, je suis super heureuse de faire cette vidéo et de lire comme ça ces 2 premiers chapitres à chaque fois, parce que là j'avais juste envie d'enchaîner encore une fois les chapitres, donc je me suis dit bah au final voilà, c'est une bonne lecture. J'avais un peu peur, je vous dirais, c'était celui qui me faisait le moins envie. Alors pour le thème de la Seconde Guerre mondiale, même si je pense que Clarisse Sabar va vraiment réussir à aborder ça de façon hyper touchante et tout, et c'est ce que j'aime le plus avec cette autrice. Mais le deuxième élément aussi, c'est que Clarisse Sabar, moi je l'ai connue avec son roman qui s'appelait La lettre de Rose. Ah, attendez, je vérifie. J'avais plus de batterie en plus, donc c'était le moment de tout remettre en place. Donc c'était bien Les lettres de Rose, du coup, de Clarisse Sabar, qui avait été pour moi un énorme coup de cœur. J'avais adoré sa plume, j'avais adoré la double temporalité, j'avais adoré l'univers, j'avais trouvé que l'histoire était hyper poignante.
ça s'était hyper bien passé. Ensuite j'avais lu du coup La femme au manteau violet, que j'avais aussi beaucoup aimé, qui se passait dans les années 20 je crois. Pareil, double temporalité, etc. C'était vraiment très très bien fait. Et puis je m'étais aventurée à lire 2 autres romans d'elle. Donc le premier c'était La plage de la mariée. Malheureusement j'ai pas du tout accroché en fait avec l'histoire, vraiment pas. Et ensuite je m'étais essayée à une de ces comédies romantiques de Noël, alors je sais plus laquelle, j'essaierai de vous le retrouver. Et pareil, j'avais pas accroché, j'arrivais pas quoi, et donc du coup je me suis dit ah mince, est-ce que finalement bah je vais pas forcément tout aimer de l'autrice, alors que je sais que j'ai quelques livres en attente d'elle sur ma tablette que j'avais acheté du coup pendant des OP All Star, donc j'étais un petit peu, voilà, j'étais un petit peu inquiète, on va dire, de me lancer dans cette lecture, mais là, les 2 premiers chapitres me font vraiment renouer comme ça avec son style, avec sa plume, avec cette façon qu'elle a de nous emporter dans une histoire en quelques mots, en quelques paragraphes. Et du coup je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc encore une fois celui-ci je le garde pour le mois de février parce que vraiment il m'a fait super envie. Voilà du coup pour cette deuxième lecture. Donc écoutez, il m'en reste 3, il me reste les Hathaway, il me reste La sorcière écarlate et How to Get Drunk and Save How I Got Drunk and Save the Human. Je vous dirais que dans les 3 c'est peut-être celui en anglais qui me tente le moins, et comme là je suis assez encore en forme et tout et que j'ai bien envie d'enchaîner pour vous pour voir pardon comment se passent les autres lectures, je pense que je vais enchaîner avec les 2 premiers chapitres du coup de How I Got Drunk and Save the Human, pour voir si ça peut prendre ou pas. Donc est-ce que je trouve ça toujours aussi drôle ou pas, ou est-ce que je me dis bon allez je DNF ce truc et puis on n'en parle plus. Donc écoutez, bah je vais faire ça tout de suite et puis je vous retrouve plus tard. Ça va être, si ça se trouve, ça va être ces 5 lectures en une journée. Écoutez, pourquoi pas. À tout à l'heure. C'est plutôt une matinée assez positive par rapport au livre, puisque là du coup j'ai lu les 2 premiers chapitres de Kimberly Lemming qui s'appelle That Time I Got Drunk and Saved the Human. Donc c'est toujours That Time I Got Drunk et quelque chose, hein. Le premier c'était That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Après c'était That Time I Got Drunk et c'était un truc avec un loup-garou, je sais plus trop quoi. Mais en gros à chaque fois il y a une histoire un peu comme ça de il se passe une scène un petit peu loufoque et puis on suit l'histoire d'amour d'une créature fantastique et d'une humaine. Donc dans le premier c'était un dragon change forme et une humaine, le deuxième c'était un loup-garou et une humaine, et là c'est à nouveau un dragon et une humaine, et franchement ça commence plutôt bien. En fait je me suis rappelé pourquoi j'avais aimé cette série, parce que j'avais beaucoup aimé le premier et le deuxième m'avait pas du tout convaincue, donc j'étais pas forcément hyper impatiente d'y retourner. En plus c'est en anglais, donc c'est vrai que cette année je vous avais dit j'ai vraiment moins envie de mettre d'efforts sur ces lectures là, parce que cette année mon envie c'est vraiment de développer ma lecture critique et analytique, et du coup je trouve ça beaucoup plus plaisant de le faire avec des livres qui sont en français, parce que ça me permet aussi vraiment d'avoir une appréciation aussi de la plume, chose qu'en anglais je pense que c'est un peu moins évident pour moi, parce que bah mine de rien c'est pas ma langue maternelle, et que bah oui je peux reconnaître une très belle plume sur certaines autrices etc, mais je pense que c'est peut-être aussi un effort que j'ai pas forcément envie de faire. Néanmoins, comparativement à ma lecture de janvier, là j'ai quand même bien envie de finir le livre, parce que je me suis rappelé à quel point l'écriture de cette autrice était vraiment drôle en fait. Et je crois que ce mois-ci je suis contente d'avoir ce genre de lecture un peu légère, un peu marrante, hyper divertissante, qui vous donne un petit peu envie de finir le livre le plus vite possible, mais qui sont aussi assez mignonnes. Donc ouais, j'ai bien envie de terminer cette histoire. Donc en fait ici ce qu'on va suivre comme histoire, c'est qu'on va suivre une jeune femme en fait qui est dont on a déjà parlé dans les autres tomes, dans le tome 1 notamment, parce que c'est la sœur de l'héroïne principale du tome 1 qui avait été enlevée et qui avait disparu. En fait on pensait qu'elle était complètement qu'elle était décédée quoi, et là en fait on découvre qu'elle a été capturée par un dragon et qu'elle est captive du coup dans une tour depuis 5 ans.
Donc elle commence un petit peu à, je pense, à briller, mais elle reste quand même assez consciente de son environnement, donc c'est cool. Et en fait, on va suivre de l'autre côté un dragon qui fait partie du même groupe du coup de créatures fantastiques que le loup-garou et le dragon qu'on avait vu dans les 2 précédents tomes. Mais lui, en fait, son truc, c'est que ça fait hyper longtemps voilà, qu'il vit, etc. Et il a envie de découvrir son âme sœur. Parce que bah voilà, il voit tous ses amis qui sont dans des relations amoureuses et qui commencent à avoir des enfants, etc. et tout, et il se sent finalement hyper seul. Il a envie que voilà, lui aussi d'avoir un compagnon ou une âme sœur. Donc écoutez, ça a l'air plutôt drôle. Je me suis rappelé, comme je vous dis, ce que j'avais ressenti dans le 1, c'est-à-dire ce côté on est dans de la cozy, spicy fantasy, c'est vraiment ce genre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des enjeux de dingue, c'est vraiment autour d'une histoire d'amour un petit peu marrante. Il y a quand même une petite intrigue de fond pour, voilà, un petit peu décorer. Et c'est assez olé olé. Donc on verra dans celui-ci, parce que dans le 1, c'était olé, mais j'avais trouvé ça assez bien fait. Dans le 2, j'avais trouvé ça beaucoup trop abusé, donc j'espère que là, elle a pas fait encore plus, et qu'elle va quand même nous remettre un petit peu d'intrigue. Parce que dans le 1, il y avait vraiment une espèce de quête qui était assez rigolote à suivre et tout. Dans le 2, pas du tout. Et là, j'aimerais bien retrouver un petit peu ce côté-là. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça se passe super bien ces premières lectures. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de faire les 2 dernières, donc je vous dirai si c'est le cas. Sinon, je vous reprendrai plutôt demain. Mais ça se présente plutôt bien. Après, je pense que le premier et le 3e livre sont des livres qui sont assez courts, ça va se lire très très vite, donc j'ai aucun doute que j'arriverai à les lire ce mois-ci. Celui de Clarisse Sabard, je pense que je vais vouloir prendre un petit peu plus le temps, mais c'est pareil, ça se dévore quand même assez rapidement. Donc il y a quand même des chances que j'arrive à lire les 5. On verra. Je vous dirai déjà comment ça se passe une fois que j'aurai lu les premiers chapitres du coup de Hathaway et de La sorcière écarlate. Donc voilà, je vous retrouve plus tard du coup pour la suite de cette vidéo. Bye bye. Hello, je vous retrouve du coup, on est vendredi 6 février. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui je vais essayer du coup de lire les premiers chapitres de ces deux livres-là, juste pour me faire un petit peu une idée du genre d'écriture que c'est. Pourquoi? Alors parce que celui-ci me fait très peur, parce que je trouve que le sujet a l'air génial, mais qu'à la fois je sais pas si je vais accrocher avec la plume. On va voir. Et celui-ci parce que pour le coup je sais qu'il va me plaire et je veux juste vérifier, voilà, un petit peu ancré dans mon esprit quel genre d'histoire dans lequel je vais me lancer. Pour autant, je suis à peu près sûre que celui-ci je le lirai pas ce mois-ci, parce que là, en mois de janvier, je me suis quand même fait 3 livres de romance Régence, et que je suis pas sûre d'avoir envie de retourner dans la Régence pour le moment. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. De toute façon, j'avais tellement de livres que je sortais de ma palle ce mois-ci que même si je lis pas celui-ci et que je le remets dans ma pioche, j'aurais quand même atteint mon quota de 5 livres sortis, donc je suis pas trop inquiète par rapport à ça. Voilà, du coup je vais commencer par celui-ci, je vais aller lire du coup les premiers chapitres et je vous reviens avec mon avis tout à l'heure. A plus! Hello, du coup je vous reprends maintenant que j'ai terminé du coup les 3 premiers chapitres de La sorcière écarlate, et franchement j'ai adoré, enfin je pense que ça se voit, en 3 chapitres j'ai déjà mis tout ça comme post-it, parce que vraiment à chaque paragraphe il y avait des choses qui me touchaient, qui m'ont émue, enfin vraiment c'était très très beau. J'avais tellement envie de continuer, j'étais obligée de mettre un marque-page pour me dire sinon tu vas passer ton après-midi à lire ce bouquin en fait. Donc on va suivre l'histoire d'Isobel qui habite en fait en Écosse. Je sais pas quelle année on est exactement. Je pense qu'on voilà, on est en 1800 et quelques. Et en fait, Isobel elle est atteinte de synesthésie, donc c'est vrai que quand je lisais la 4e de couverture, je pensais que c'était en fait un livre qui était un peu fantastique, mais en fait pas du tout. C'est perçu comme fantastique à l'époque, mais en fait aujourd'hui c'est une condition qu'on connaît très bien. En fait, c'est une association sensorielle de plusieurs sens. Donc en gros, quand on lui parle, elle voit les lettres en couleur. Donc forcément en 1800 ça passe pas trop bien, en fait elle avait une ancêtre qui était atteinte aussi de ça, et qui avait été finalement arrêtée pour sorcellerie,
Donc pour bien d'autres raisons, en fait, on l'apprend dans le livre. Mais donc du coup, la mère d'Isabelle arrête pas de lui dire qu'il faut absolument pas qu'elle en parle, parce que du coup, on va croire qu'elle aussi elle est folle, qu'elle aussi c'est une sorcière, etc. Et qu'elle pourrait encore se faire arrêter et finir soit dans un asile de fous, soit dans une prison, soit carrément pendue, quoi. Donc on va dire qu'en fait, sa mère va instaurer chez elle vraiment une peur extrêmement forte vis-à-vis de cette condition-là. Et ça va pas mal teinter finalement la façon dont Isabelle va conditionner sa vie, parce que elle va toujours avoir ça en tête. Et donc là, dans les 3 premiers chapitres, on suit vraiment le tout début de sa vie, où elle va enfin un petit peu, on va voir quelques éléments en fait avec son père, sa mère, son frère et l'homme qu'elle va épouser. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle va en fait faire le voyage vers l'Amérique pour pouvoir un petit peu trouver une condition sociale plus confortable que celle qu'elle a en Écosse. Et en fait, c'est entrecoupé d'espèces de témoignages, un peu de... comme sous la forme un peu d'un journal de bord, où on va suivre en même temps, dans les années 1660, le jugement pour sorcellerie de son ancêtre en fait, qui s'appelle comme elle, qui s'appelle aussi Isobel. Donc c'est hyper bien. En plus c'est vrai que c'est marrant parce que cette semaine j'ai rencontré j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle How to Kill a Witch, qui est donc un des gagnants du Goodreads Choice Award dans la catégorie, je crois, Historical Fiction, je crois, je suis plus sûre. Il faudrait que je retrouve, je vous mettrai la catégorie en particulier. Et en fait, ça parlait notamment justement de la sorcellerie en Écosse et des procès, en fait. Enfin, des procès pour sorcellerie en Écosse, parce qu'en fait, c'est un phénomène qui était extrêmement répandu. Et c'est vrai qu'on parle souvent de Salem, on parle souvent des procès pour sorcellerie qu'on imagine du coup aux États-Unis à cette époque-là, mais en fait on mentionne plus rarement ce qui s'est passé en Écosse, alors qu'apparemment c'était quand même extrêmement sanglant. Donc là, franchement, c'est un livre qui est pas facile à lire parce qu'il y a des scènes. T'es là, waouh, c'est un peu chaud quoi. Surtout que je vais après m'intéresser du coup à l'autrice, mais j'imagine qu'elle a dû quand même faire des recherches pour son livre, donc franchement c'est assez poignant. Par contre, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau en fait, la façon dont elle a écrit l'autrice, elle a vraiment des phrases moi que j'ai soulignées, que j'ai trouvé hyper bien tournées, c'est vraiment, enfin la plume me plaît vraiment beaucoup, l'histoire me plaît vraiment beaucoup, parce que j'ai envie de savoir quand Isobel va arriver à Salem finalement, est-ce que le fait qu'elle voit les couleurs c'est quelque chose qui va potentiellement être dangereux pour elle. Donc franchement je suis à fond, j'ai vraiment trop envie de continuer ma lecture, alors qu'en vrai je pense que c'est une lecture qui serait parfaite pour le mois de septembre-octobre, donc je vais laisser reposer un peu mes émotions parce que là je suis à chaud et je me rends compte que j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est comme je sais que c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire ce mois-ci, je vais laisser reposer et je vais voir un peu ce que je fais au mois de février, mais en tout cas ce livre je le garde c'est sûr et je vais le lire parce que vraiment c'est vraiment un plaisir. C'est une réussite pour celui-ci, donc il ne me reste plus que à découvrir les Hathaway. Voilà. A plus tard. Je vous reprends du coup pour la dernière fois pour cette vidéo pour vous parler de Les Hathaway de Lisa Kleypas, parce que je vous avais dit, j'ai beaucoup lu de romances Régence en janvier, donc je ne suis pas du tout sûre de lire ce livre, et en vrai, ça se présente tellement bien que j'ai trop envie de le lire. Enfin là, limite, par rapport aux 5 que j'ai commencé, c'est peut-être les 3-4 premières pages qui m'ont le plus donné envie, parce qu'on n'est pas dans le côté hyper frais, drôle, amusant, un peu consommation on va dire, de comme une comédie romantique. On n'est pas non plus dans le thème un petit peu touchant et tout qu'on pouvait avoir dans Un air d'éternité, ni dans le côté hyper dur et brut qu'on avait dans Une sorcière écarlate, mais on n'est pas non plus dans le genre de romance Régence que j'ai l'habitude de lire habituellement. Donc moi j'ai l'impression que toutes les romances Régence que j'ai lues s'inscrivaient quand même un petit peu dans un thème qui était assez similaire, dans un style même qui était assez similaire, donc c'est-à-dire des romances un peu guirettes, assez gentilles, où il se passe pas non plus énormément de choses, où on n'a pas non plus des conflits qui sont extrêmement importants. D'ailleurs, la plupart des romances Régence que j'ai lues, on va plutôt se marier dans la même classe sociale, donc on n'est pas non plus... vous voyez, c'est pas comme un Jane Austen où on va essayer de lutter un petit peu contre les préjugés de la société. Donc voilà, souvent cette romance Régence un peu contemporaine va être assez légère et fraîche, on va dire, ce qui ne lui
en retire aucunement sa qualité, hein, c'est après tout, tous les livres n'ont pas besoin d'être de verser dans le mélodrame ou dans la remise en question des problématiques de société. Néanmoins, je suis assez curieuse de découvrir l'écriture de Lisa Kleypas parce que je trouve déjà que sa plume est beaucoup moins versée dans ça, donc est beaucoup moins versée dans ce côté un peu humoristique, léger qu'on peut avoir dans le ton de la romance Régence qu'on a l'habitude de rencontrer. Et en plus de ça, on a l'impression qu'elle a une histoire à raconter qui va s'étendre sur plusieurs tomes. Donc c'est peut-être pour ça, je vous avais dit quand on avait parlé de la 4e de couverture, qu'il n'y avait pas 2 histoires, on avait vraiment l'impression qu'il y a le tome 1 et le tome 2, mais on a un peu l'impression que ça suit comme une saga. Donc voilà, du coup je suis assez intriguée pour savoir si finalement ce livre qui a tous les codes visuels, en plus avec la petite quote là de Julia Quinn des Bridgerton qui a mis « Je suis la plus grande fan de Lisa Kleypas », en tout cas voilà, à tous les codes de la romance Régence, est-ce que finalement elle s'inscrit vraiment dans le genre ou est-ce qu'elle va un petit peu s'inscrire dans différents genres comme peut-être romance historique ou saga familiale. Écoutez, je suis hyper curieuse. En tout cas, ça se présentait hyper bien sur les premières pages. On va suivre Amélia, du coup, qui est une jeune femme qui a 26 ans, donc qui se considère déjà comme une vieille fille, et dont, en fait, le but premier est avant tout de marier ses frères et sœurs pour s'assurer qu'ils gardent une bonne place dans la société. Et elle va être accompagnée d'un homme qui s'appelle Merry Penn, qui semblerait faire partie plus ou moins de la famille, enfin, il a été recueilli par leur père. Il fait partie de la famille mais en même temps il fait pas vraiment partie, il s'occupe de certaines de leurs tâches mais en même temps c'est pas un domestique, enfin voilà, il a l'air d'avoir une place au sein de la famille qui est assez particulière, et en plus dans le livre il est revendiqué comme rom, comme étant un rom, sauf que c'est vrai que moi c'est un terme avec lequel je suis pas forcément très familière, donc du coup c'est pareil, je veux voir comment c'est utilisé dans l'histoire. Et ensuite je ferai des petites recherches pour comprendre un petit peu mieux l'origine et l'utilisation de ce mot-là comme déterminant, on va dire, ethnique, social, ça m'intéresse quand même. Finalement, si on fait le bilan de toutes ces lectures que j'ai commencées, enfin en tout cas que j'ai entamées pour pouvoir me faire une idée et voir s'il y en avait certaines que je DNF, ou en tout cas que je sortais définitivement de ma palle, c'est pas du tout le cas. Donc écoutez, je vais voir un peu où l'envie me porte sur ce mois de février parce que j'ai pas forcément envie de m'obliger à lire des livres qui me font pas envie pendant cette saison. Néanmoins, je dois quand même sortir 5 livres de ma palle ce mois-ci, donc on verra un petit peu vers lesquels mon choix se porte. En tout cas, que des bonnes surprises. Donc je suis assez contente. Et si jamais vous voyez cette vidéo et qu'on n'est pas encore arrivé à l'heure des bilans, n'hésitez pas, s'il y a un des 5 livres qui vous faisait plus envie que les autres, et que vous auriez bien envie quand même que je lise ce mois-ci pour vous le chroniquer, écoutez, dites-moi tout en commentaire, comme ça j'essaierai quand même de le caser. Sur ce, je vous dis à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo. J'espère que vous passez de très belles lectures, et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bye bye!